Bonjour, on va faire maintenant la section 2.4 sur la réfraction. Pour introduire cette section, voici une photo des fibres optiques et je vous demande comment pensez-vous qu'on fait pour transporter de la lumière à travers une fibre de verre? Comment ça se fait que la lumière, elle ne sort pas de la fibre avant d'arriver au bout? Et aussi, une question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de transporter de la lumière à l'intérieur d'une fibre de verre? Alors, section 2.4, la réfraction. Vous avez à droite une belle illustration de la réfraction. Donc, vous avez le pinceau qui est trempé dans le verre et voyez, il y a un effet de loupe d'abord qui fait en sorte que le pinceau paraît plus gros à l'intérieur du verre. On va revenir là-dessus. Puis il y a aussi l'effet que les deux paraissent c'est comme si c'est pas continu. On voit que c'est comme si c'était cassé. Alors, ça, c'est dû à la réfraction. La réfraction, c'est en fait le fait que la lumière ne voyage pas à la même vitesse dans tous les milieux transparents. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'air que dans l'eau, par exemple. Comme on pourrait s'y attendre, la lumière est plus lente dans l'eau qu'elle ne l'est dans l'air. Pour la simple bonne raison qu'elle a un milieu, elle a des molécules à traverser, dans le fond, qui ralentissent son trajet, qui font en sorte que dans l'eau, elle est plus lente. Puis dans le verre, elle est encore plus lente. Puis dans le diamant, la lumière est encore plus lente. Et c'est ça qui va causer ce phénomène de réfraction. Alors d'abord, définissons l'indice de réfraction N. On observe que la lumière est déviée lorsqu'elle traverse une surface de séparation entre deux milieux transparents, par exemple de l'air à l'eau. Donc quand la lumière passe d'un milieu à un autre, on a une déviation de la lumière, comme représenté sur le schéma ici. Donc, vous avez un rayon incident ici, et vous avez ici la surface de séparation entre les deux milieux, et vous avez le rayon transmis, celui qui va traverser la surface. Alors, il va être dévié de sa direction originale, et c'est ça qu'on appelle la réfraction. On définit l'indice de réfraction, N, symbole N minuscule, comme étant le rapport entre la vitesse de la lumière dans le milieu, qu'on va appeler V minuscule, et la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on va appeler C minuscule. Très important, C minuscule, on va l'utiliser très souvent, ce symbole-là, dans le cours. C'est le symbole de la vitesse de la lumière dans le vide. Mathématiquement, ça veut dire N égale C sur V. Donc, l'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu en question, dans le milieu dans lequel on veut savoir l'indice de réfraction. Donc, quel est l'indice de réfraction du vide? L'indice de réfraction du vide, ça voudrait dire, on ferait N égale à C sur la vitesse de la lumière dans le vide. Mais la vitesse de la lumière dans le vide, c'est justement ça qu'on appelle C. Fait que ça fait C sur C, ça fait que ça fait 1. Fait que l'indice de réfraction du vide, par définition, ça va être 1. Si on a un indice de réfraction, mettons, de 1.33, je vais donner un exemple, là. Donc N égale à 1.33. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, ça veut dire que C est 1.33 fois plus grand que V. Vous me suivez? Si on a un ratio d'un rapport de 1.33, ça veut dire que C est 1.33 fois plus grand que V. Ça veut dire que la vitesse de la lumière dans le vide est 1.33 fois plus grande que la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, par exemple, quand on dit que l'indice de réfraction de l'eau vaut 1.33, ça veut dire que la lumière voyage 1.33 fois plus lentement, 1.33 fois plus lentement dans l'eau que dans le vide. Ou, si vous préférez, 1.33 fois plus vite dans le vide que dans l'eau. Okay? Donc, dans l'eau, elle est ralentie par la présence des molécules d'eau. Pourquoi l'eau est ralentie? C'est parce que, en fait, les particules de lumière, quand ils arrivent dans l'eau, ils vont être absorbés par les molécules d'eau. Après ça, les molécules d'eau ça va les exciter un petit moment et tout de suite, ils vont après un très bref instant, ils vont rediffuser la lumière, c'est-à-dire qu'ils vont la libérer. C'est comme si, dans le fond, les molécules d'eau, ils vont absorber de la lumière et après ça, ça va les exciter un petit moment et pouf, ils vont la redonner. Ils vont la laisser s'échapper. Ce processus-là, voyez-vous, ça l'a comme ralenti. Parce que là, après ça, donc autrement dit, la lumière, mettons, elle va arriver ici. Là, elle arrive à une molécule d'eau, ça prend un petit moment. La molécule redonne la lumière. Ça arrive à une autre molécule d'eau, elle l'absorbe un petit moment, elle redonne la lumière. Donc, ces arrêts-là successifs ralentissent la propagation de la lumière et c'est ça qui fait en sorte que la lumière va se propager moins vite dans
dans l'eau. Dans le verre, il va avoir encore plus de molécules qui vont comme absorber la lumière, fait que son trajet va être comme évidemment c'est un modèle que je suis en train d'expliquer, mais disons que ça permet quand même de comprendre la base, là. Donc on a la molécule de verre, et là tout de suite après ça, elle va être arrêtée par une autre molécule de verre, et elle va tout de suite être arrêtée par une autre molécule de verre, etc. Fait que là, ici, la lumière va être arrêtée très souvent, donc elle va se propager moins vite. Fait que plus la lumière est comme arrêtée souvent, moins elle réussit à aller vite, plus ça veut dire que l'indice de réfraction est élevé. Donc, autrement dit, généralement, plus votre verre va être dense, là, je simplifie un peu, là, mais souvent, plus votre verre va être dense, ben, plus il va y avoir de molécules qui vont plus il va y avoir de molécules de verre qui vont ralentir la lumière. Donc, plus votre lumière va aller lentement, donc plus l'indice de réfraction va être élevé. Donc souvent, plus le verre est dense, plus l'indice de réfraction est élevé. Si le milieu X a un indice de réfraction supérieur au milieu Y, alors on dit que le milieu X est plus réfringent que le milieu Y. Donc, réfringent, plus réfringent que le milieu Y. Donc, par exemple, l'eau est plus réfringente que le vide, ou que l'air, par exemple. L'eau est plus réfringente que l'air. Ou encore, le diamant est plus réfringent que l'eau. Parce que le diamant a un indice de réfraction plus grand que l'eau. L'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Pour un verre donné, la lumière jaune subira un indice de réfraction différent de la lumière bleue, par exemple. Donc, l'indice de réfraction, en réalité, on ne peut pas juste parler de l'indice de réfraction d'un milieu. C'est ce que j'ai fait depuis le début de cette discussion-là pour un peu simplifier les choses. D'ailleurs, dans ces exercices-là, dans la grande majorité des exercices de cette section-là, on va effectivement considérer comme, on va juste parler de l'indice de réfraction d'un milieu. C'est comme de dire l'indice de réfraction moyen de ce milieu-là pour toutes les couleurs. C'est un peu dire ça, là. Donc, si, mettons qu'on dit que l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33, ben, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que l'indice de réfraction moyen de toutes les couleurs, c'est 1,33. Okay? Mais pour parler vraiment très précisément, quand on parle d'un indice de réfraction, c'est pour une couleur donnée. Fait que, mettons, le jaune pourra avoir un indice de réfraction de 1,33, puis le vert aura un indice de réfraction un peu différent. Donc, chaque couleur de lumière va subir son propre indice de réfraction qui va être un peu différent de celui que va subir les autres couleurs. Et c'est ce phénomène-là qui va donner lieu à la dispersion des couleurs dans un prisme. Alors, on va reparler de ça dans un petit moment. Les indices de réfraction des deux milieux et les angles des rayons incidents et réfractés sont reliés mathématiquement par la loi de la réfraction, aussi appelée la loi de Snell-Descartes. C'est synonyme, ça veut dire la même chose. Donc, la loi de la réfraction, ce qu'elle dit, c'est que N1 sin de l'angle d'incidence. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Alors, le premier milieu, par définition, c'est le milieu où se trouve le rayon incident. N2, c'est le deuxième milieu, donc le milieu où se trouve le rayon réfracté, le rayon qui traverse la surface. Et θ1, par définition, c'est l'angle que fait le rayon incident par rapport à la normale. Et θ2, c'est l'angle que fait le rayon réfracté par rapport à la normale. Alors, N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Donc ça, c'est la loi de la réfraction. Ça permet de savoir dans quelle orientation est-ce que le rayon réfracté va aller, connaissant les deux indices de réfraction. Faites attention, l'angle θ doit toujours être mesuré par rapport à la normale. Voyez-vous ça ici? C'est l'angle ici qu'on utilise. De la même façon, pour l'angle de réfraction, c'est l'angle ici qu'on utilise. Faites attention pour ne pas utiliser l'angle que fait le rayon avec la surface. Donc, ne pas utiliser, autrement dit, cet angle-là. Sinon, ça va vous mener à des erreurs. La réfraction, c'est ce qui fait en sorte qu'on ne verra pas un objet nécessairement. Si on observe un objet dans un aquarium, mettons, on observe un poisson dans un aquarium, on ne verra pas le poisson à sa réelle position. Le poisson, en réalité, il se trouve ici. Mais, dû à la réfraction, le rayon qui provient du poisson, le rayon incident ici en rouge, il va être dévié en arrivant dans l'air. Donc, il va s'éloigner de la normale, en fait. Le rayon en bleu, le rayon réfracté, va être plus loin de la normale pour arriver dans l'œil de l'observateur. Et ce qui se passe, c'est que l'observateur, lui, ce qu'il voit, c'est un rayon comme ça. Mais nous, les êtres humains, les animaux aussi, on interprète toujours les rayons comme s'ils se propageaient en ligne droite. Donc,
Autrement dit, la personne qui est là, elle voit ce rayon-là, mais cette personne-là, elle a l'impression que le rayon provient d'ici, autrement dit. Donc, autrement dit, cette personne-là va voir le poisson comme s'il était là. Et cette personne-là va avoir l'impression que le poisson va être là. Donc, elle va voir une image du poisson qui va être à une position différente de la position réelle du poisson qui était l'objet. Donc, autrement dit, l'image ne va pas se produire au même endroit que l'objet. On va faire des exemples de ça dans la section sur les dioptres sphériques. Ça ne sera pas très long. Donc, c'est la diffraction qui fait en sorte que cette illusion-là se produit. Dû au fait que le rayon incident en rouge a dévié à la sortie de la lumière, donc donne l'impression que le poisson se trouve à cet endroit-ci. Ceci donne lieu, le phénomène de réfraction donne lieu au phénomène de la réflexion totale interne, qu'on va symboliser par les lettres RTI, réflexion totale interne. Alors, ce qui se passe, c'est que on a un rayon incident. Donc, vous avez votre objet ici qui est à l'intérieur de l'eau. Ben, mettons que le milieu en bleu, c'est de l'eau. OK, mettons. Donc, mettons qu'ici, ça, c'est de l'eau. Et mettons qu'ici, ça, c'est de l'air. Fait que vous avez vraiment une source de lumière qui est ici, qui est dans l'eau. OK? Donc, vous avez, mettons, une lampe de poche dans l'eau. Et si on envoie le rayon directement à la verticale, bon, ce rayon-là va passer tout droit, sortir à la verticale. Si vous avez le rayon qui arrive à un certain angle comme celui-ci, alors il va s'éloigner de la normale. En fait, quand un rayon arrive dans un milieu d'indice plus faible, il va s'éloigner de la normale. Fait que vous voyez ici, on passe d'un indice plus élevé, mettons, si on considère c'est de l'eau, ça veut dire un indice de 1,33, et on arrive dans l'air avec un indice de 1. Donc, quand on arrive vers un milieu d'indice plus faible, le rayon s'éloigne de la normale. Alors là, si on regarde maintenant le troisième rayon, même principe. Donc, si je trace la normale, ici, donc on a un certain angle ici, on a un angle ici qui est plus grand. Donc, le rayon va s'éloigner de la normale. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à partir d'un certain angle ici, le rayon réfracté va carrément raser la surface de séparation. Donc, ceci, c'est la situation critique. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'il va y avoir un rayon qui va raser la surface de l'eau. Le rayon réfracté rase la surface de l'eau. Donc, autrement dit, il y a un angle de 90 degrés par rapport à la normale. Autrement dit, le rayon réfracté, il peut pas aller plus bas que ça. Il peut pas raser plus la surface que ça. Fait que si vous continuez d'augmenter l'angle d'incidence, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, alors c'est la dernière situation, si vous continuez à augmenter l'angle d'incidence, ce qui va se produire, c'est la situation ici, c'est-à-dire que le rayon réfracté ne va plus exister, tout simplement. Donc le rayon réfracté, il ne peut pas baisser davantage, autrement dit, il ne peut pas aller plus bas. Il rasait la surface dans cette situation-ci. Donc il ne peut pas aller plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Il n'existe plus. Et là, se produit ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc ici, on est dans une situation de réflexion totale interne. Et ici, on est ce qu'on appelle à la situation critique. Donc la situation critique, c'est lorsque le rayon réfracté rase la surface de séparation. Donc plus l'angle d'incidence augmente, plus le rayon réfracté se rapproche de la surface, la surface de séparation entre les deux milieux. À un certain angle critique, le rayon réfracté rase la surface de séparation, c'est ce cas-ci. Passé cet angle d'incidence, le rayon réfracté n'a plus qu'à disparaître. Il ne peut pas aller plus bas, donc il va disparaître. Et alors, il ne reste plus que le rayon réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la réflexion totale interne. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation-là, le rayon est entièrement réfléchi. Il n'y a rien qui va traverser la surface. Il n'y a rien qui va traverser la surface. Tout va être réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça réflexion totale. Totale, parce que tout est réfléchi. Et interne, dans le sens que tout reste à l'intérieur du premier milieu, du milieu dans lequel se trouve le rayon incident. Dans mon exemple, c'était l'eau, dans le fond. Fait que dans cet exemple-ci, quand on envoie le rayon dans cette direction-là, donc quand on envoie le rayon dans cette direction-ci, tout reste à l'intérieur de l'eau. Donc, on appelle ça la réflexion totale interne. Tout reste à l'intérieur de l'eau. Toute la lumière reste à l'intérieur de l'eau. Il n'y a rien qui sort. Appliquer la loi de la réfraction dans la situation critique, pas de problème. Je vais juste le faire sur une autre diapositive. On a la normale. La situation critique, c'est quand le rayon réfracté rase la surface.
en passant, même s'il y a une partie qui va sortir qui va traverser la surface, il va toujours quand même avoir une certaine portion qui va être réfléchie. Okay? Donc, les deux phénomènes vont toujours se produire. Ben, pas toujours, mais en général, quand on a un rayon incident qui arrive à une surface de séparation, il y a une partie de l'énergie, une partie de la lumière qui va être réfléchie et il y a une partie de la lumière qui va traverser. Donc, il y a une partie réfléchie et une partie réfractée. Autrement dit, la lumière va se diviser en deux. L'énergie va se diviser en deux. Alors, là, on veut appliquer la loi de la réfraction dans la situation critique. Donc, c'est ça que j'ai représenté ici. Ça, c'est la situation critique, c'est-à-dire que le rayon réfracté arrive à 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle de réfraction, θ2, est égal à 90 degrés. C'est ça qui définit la situation critique. Autrement dit, c'est le plus grand angle d'incidence, ici, θ1, le plus grand angle d'incidence qui permet d'avoir un rayon réfracté, qui permet d'avoir un rayon qui traverse, entre guillemets, la surface. Ici, il ne traverse pas vraiment parce qu'il rase la surface, mais en fait, on peut considérer conceptuellement, c'est comme s'il traversait. Donc, c'est comme un rayon, un rayon réfractif. Juste effacer celui-ci. On sait qu'il existe, mais c'est pas lui qui nous intéresse à ce moment-ci. Alors, on va appliquer la loi de la réfraction, c'est-à-dire que N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Et ici, l'angle θ2, c'est 90 degrés. Donc, ça veut dire, N1 sin θ1 égale N2 sin de 90. Sin de 90, ça donne quoi? Et je ne vous donne pas le droit d'utiliser votre calculatrice. À ce stade-ci, vous devriez savoir que vaut sin de 90 degrés. Pas nécessairement le savoir par cœur, mais sinon, vous rappelez le cercle trigonométrique. Vous rappelez qu'il y a un angle de 90 degrés. On est ici sur le cercle trigonométrique. Le sinus, c'est la coordonnée en Y. Donc, on a une coordonnée de 1. Donc, à sin de 90, on est à 1. Donc, autrement dit, ça veut dire N1 sin θ1 égale N2, finalement. Et l'angle θ1, dans le fond, ça se trouve à être ce qu'on va appeler l'angle critique θc. Donc ici, θ1 égale θc, autrement dit. On est à l'angle, autrement dit, l'angle d'incidence, ici, θ1, qui permet d'avoir un rayon réfracté qui rase la surface, c'est ce qu'on appelle l'angle critique, et on l'appelle θc. Donc si je réécris ça ici, donc on a dit N1 sin θc égale N. Donc, cette équation-là, c'est pas une formule très sophistiquée. Ça découle directement de la loi de la réfraction. Appliquée à la situation critique. Un bel exemple de RTI, en voici un. Vous avez ici c'est une tige de verre, et vous avez un rayon laser ici qui est envoyé, et là, voyez-vous ici, il se produit une RTI. Parce que s'il n'y avait pas de RTI, il y aurait une partie du rayon qui sortirait de la tige. Mais c'est pas le cas. La lumière ne sort pas ici. Donc, on a une situation de réflexion totale interne à ce point-ci. Même chose, après ça, le rayon est rebondi. Là, il arrive ici. Encore, on a une RTI qui se produit ici. Paf! On arrive ici et là, ça ressort à l'extrémité. Donc, ceci, finalement, est le principe d'une fibre optique. Donc, une fibre optique, ça se trouve à être, conceptuellement, c'est la même chose que ça. C'est juste qu'une fibre optique, ça va être beaucoup plus petit que ça. C'est une petite fibre de verre qui peut être l'épaisseur d'un cheveu, par exemple. Alors qu'ici, on a une tige de verre qui fait peut-être quelques centimètres de diamètre. Mais, conceptuellement, c'est la même chose. Donc, dans le fond, on envoie de la lumière et là, ça va faire bang, 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 bang. Ça va faire comme une très grande quantité de rebonds, mais ça n'a aucune importance. La lumière peut faire autant de rebonds qu'elle veut, elle ne sort pas. Et c'est ça la magie d'une fibre optique, c'est qu'elle va rester à l'intérieur de la fibre. Fait qu'elle peut faire 1 million de rebonds sur les bordures de la fibre si ça lui tente. Ça ne dérange pas, elle ne sortira pas. Elle est prisonnière à l'intérieur de la fibre. La lumière est prisonnière à l'intérieur de la fibre. Alors, on peut envoyer un signal lumineux avec un rayon laser. On peut avoir une fibre lumineuse, une fibre optique qui va jusqu'à Québec. Puis le faisceau, le signal lumineux va se rendre jusqu'à Québec. Puis il n'y a rien qui va avoir sorti pendant tout le voyage. Alors, c'est ça la magie de la fibre optique. C'est de transporter la lumière sur de très grandes distances sans perte, ou en tout cas avec des pertes
très faible. Donc ça a vraiment beaucoup d'applications. Je vais y revenir plus tard. On va prendre une pause ici, on va continuer après.